Bien, nous allons attaquer. La semaine prochaine sera le dernier cours ici pour cette année et peut-être pour toujours. Hein, ce n'est pas encore certain, mais je ne suis pas sûr de continuer l'an prochain. Et nous aurons 3 cours et séminaires en mai à Nice. Qu'il me faudra préciser sur le site web. Bon, je rappelle aussi qu'il va y avoir une école européenne ou internationale de haute résolution angulaire, interférométrie, à Barcelonnette, début septembre, avec visite prévue de l'hypertélescope en construction dans les montagnes un peu au sud. Et voilà. Et il va y avoir également, fin septembre, un colloque international d'interférométrie à l'Observatoire de Haute-Provence, près de Fort-Calquier, dont vous trouverez l'annonce quelque part sur le web. Bon, eh bien, je vais encore et toujours parler d'exoplanètes, d'étoiles et de galaxies et des progrès d'observation. Aujourd'hui, je vais parler des planètes perdues en tant que lentilles gravitationnelles potentiellement observables, potentiellement observables et utilisables comme télescope géant, en quelque sorte, par focalisation diffractive. Bon, j'en avais déjà parlé il y a quelques années, mais il y a un peu de nouveau. Je vais faire le point. Et à 17h, nous aurons un séminaire par Pierre Kervella, l'Observatoire de Paris, quelques techniques innovantes pour l'étalonnage de l'échelle de distance des céphéides. Vous savez que cette échelle est très importante parce que c'est une étape pour connaître les dimensions de l'univers. Et donc il y a fréquemment des efforts pour essayer d'améliorer cette connaissance des distances de ces étoiles variables que sont les céphéides. Bien. Comme toujours, il s'agit d'utiliser des plus grands instruments pour mieux voir les étoiles, leurs planètes, peut-être la présence de vie et d'intelligence, les galaxies, l'univers lointain. Alors, à propos de vie extraterrestre et d'intelligence, j'ai appris que le Forum économique mondial de Davos a identifié la possibilité de détecter de la vie extraterrestre d'ici une dizaine d'années comme un risque potentiel pour la civilisation terrestre. Ça risquerait de déclencher des guerres de religion et autre chose affreuse. Alors il faut peut-être se retenir d'observer la vie extraterrestre. Bon, et puis quelques mots de la nouvelle de la semaine, qui est la publication des données du satellite européen Planck, qui observe depuis quelques années dans l'infrarouge et le millimétrique pour déterminer une fois de plus l'uniformité, cartographier le fond de ciel thermique à 3 degrés K. Bon, vous savez que dans les années 1960, des astronomes américains avaient pour la première fois pu cartographier ce signal thermique très faible à grande longueur d'onde depuis le sol. Et ça avait été à l'époque l'un des piliers de la théorie du Big Bang. Cette luminosité qui apparaissait uniforme à l'époque, avec les moyens de l'époque, était considérée comme le résidu de la grande explosion qui, par expansion adiabatique, aurait refroidi la boule de feu initiale très chaude
et le résidu à basse température serait ce signal. Alors tout le monde n'était pas d'accord sur cette interprétation, tout le monde ne l'est toujours pas d'ailleurs, et d'autant plus peut-être que ces données toutes récentes confirment que le fond uniforme n'est pas uniforme du tout, d'une part, et que d'autre part, il y a même une espèce de dissymétrie caractérisée qui pour l'instant n'est pas expliquée, et puis il y a une mystérieuse tache froide ici. Bon, donc ça ne cadre pas très bien avec l'hypothèse Big Bang, et ça donnera évidemment du travail à beaucoup de théoriciens. Bon, arrivons-en à la possibilité d'utiliser et d'exploiter des télescopes naturels, c'est-à-dire d'utiliser des structures naturelles pour faire des télescopes beaucoup plus grands que ce qu'on sait faire autrement. Alors, l'an dernier et l'année précédente, j'avais parlé d'utiliser par exemple les anneaux de Saturne. Vous savez que les anneaux de Saturne, c'est une collection, c'est un disque formé de blocs de glace ou de neige qui font un diamètre entre ça et 10 mètres ou 20 mètres. Et j'avais montré qu'en se mettant à une certaine distance et en exploitant la lumière diffractée par ces blocs, on pourrait l'exploiter pour former une image à très haute résolution d'une étoile ou de toute autre source, à condition d'être capable de mettre en phase toutes les contributions diffractées par les différents blocs. Bon. Et j'avais montré qu'avec des techniques d'optique adaptative, en principe, cette mise en phase pourrait être possible. Bon, l'inconvénient, c'était que Saturne, c'est très loin, il faut des années pour y aller, ça coûte très cher. Ça peut pas se faire, ça semble pas pouvoir se faire depuis la Terre, il faut quand même s'approcher un peu, au moins au 9/10 du chemin pour être bien positionné pour faire ce genre de choses. Donc c'est pas pour tout de suite. Bon, alors il y a bien sûr quelques astéroïdes plus proches qui pourraient permettre de faire le même genre de choses, en particulier un astéroïde qui a une espèce de tempête de neige permanente autour de lui. La NASA a pu filmer, il y a des espèces de flocons de neige tout autour, et on pourrait peut-être les exploiter comme occulteurs diffractants pour faire un peu le même genre de choses. Bon, mais enfin, ça n'a pas l'air très facile non plus. Bien, alors qu'y a-t-il d'autre comme télescope naturel? Alors vous savez qu'à propos de microscopes, les anciens s'étaient aperçus que les gouttes de rosée sur un brin d'herbe, ça fait une excellente loupe qui permet de voir d'infimes détails de la surface de l'herbe. Les anciens s'en servaient pour étudier l'herbe en question, jusqu'au jour où ils ont eu l'idée de faire des gouttes artificielles en verre, qui petit à petit sont devenues des objectifs de microscope. Bon, alors il se trouve que les atmosphères des planètes qui ont une atmosphère, sont un petit peu des lentilles réfractives géantes. Vous savez par exemple que sur Terre, au moment où le Soleil se couche à l'horizon, sans nuages, en fait, il est déjà couché. Et on le voit par un effet de réfraction, un angle d'un demi-degré à peu près, qui fait qu'on voit encore le Soleil après qu'il soit couché. Bon. Si on se mettait très loin dans l'espace et qu'on regarde le même coucher de Soleil, eh bien, on verrait un bord brillant au bord de la Terre. Et en fait, si on se met suffisamment loin, il existe une espèce de foyer où tous les rayons venant toute la circonférence de la Terre se croisent, un peu comme sur le dessin ici. Vous pouvez imaginer que vous avez une étoile lointaine, là où il y a une galaxie. Vous avez la Terre avec son atmosphère autour, et vous installez un télescope très loin. Et si vous êtes à la bonne distance, eh bien, vous serez à l'endroit où les rayons réfractés de 1 degré à peu près se croisent. Et à ce moment-là, vous verrez avec votre télescope la Terre ici, et vous verrez autour un anneau brillant. Bon. Et si vous vous y prenez bien, vous pouvez même espérer pouvoir exploiter
l'image de l'étoile lointaine qui se forme en principe là où les rayons se croisent, c'est-à-dire ici à l'entrée du télescope. Alors pour ça, il faut utiliser le télescope un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire il faut retirer l'oculaire, mettre l'œil à la place de l'oculaire, et à ce moment-là, on voit l'entrée du télescope, l'ouverture du télescope. C'est le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Bon, et normalement, à l'entrée de ce télescope, vous pourriez voir les rayons qui se croisent, et donc l'image de l'étoile lointaine, et si l'étoile lointaine est double, vous verrez une double tache, etc. Bon, alors en pratique, pour que ça marche, il faudrait que l'atmosphère soit suffisamment homogène et uniforme pour ne pas introduire de défauts de phase, d'aberration sur ce croisement des rayons. Bon, ou bien alors ajouter de l'optique adaptative dans le télescope pour corriger ces défauts. Bon, mais en principe, ce serait peut-être possible. Bon, alors par exemple, j'ai fait un calcul grossier sur un coin de table qui me dit que l'atmosphère de la Terre doit focaliser à peu près à 600 000 km de distance. Donc si vous avez une étoile très éloignée ici, il faut se mettre à 600 000 km, c'est-à-dire 2 fois la distance de la Lune, pour faire cette petite expérience, donc ce n'est pas très commode. Bon, enfin, on pourrait imaginer un satellite qui se promène par là-bas avec ce qu'il faut comme équipement. Bon, et puis alors, si vous regardez le cas pour Vénus, un calcul grossier indique 10 millions de kilomètres, mais enfin, c'est à vérifier. Alors, bon, ça c'est un coucher de soleil sur Terre, vu de l'observatoire des Canaries. Alors, je n'ai pas très bien compris ce que c'est que ces photos. Là, on dirait le soleil couchant, là aussi. Et on voit le rayon vert. Et le rayon vert est dû au fait que cet effet de prisme de l'atmosphère qui dévie la lumière, eh bien, vous savez que les prismes, ça sépare les couleurs. Et c'est ça qui produit le rayon vert. L'image verte du soleil est un peu plus réfractée. Et on voit le rayon vert ici. Alors là, je n'ai pas compris ce que c'est que cette partie-là par rapport à ça. La légende ne le dit pas. Bon. Sur Vénus, alors vous savez que l'an dernier, Vénus est passée devant le Soleil et que c'était une grosse attraction qui a mobilisé des quantités d'astronomes amateurs et professionnels. La prochaine fois où ça se passera sera dans un siècle, donc on ne sera plus là pour le voir. Et c'était l'occasion pour notre collègue amateur André Rondy de regarder ça avec un coronographe de sa fabrication. Et bon, alors, ce qui permet de masquer le soleil, en gros, de remplacer le soleil par un disque noir en occultant, pour voir Vénus au moment où Vénus finit de traverser le disque du soleil et sort au bord. Alors, la première image, c'est celle-là. Vénus arrive à peine au bord, là, et Vénus se trouve là. Quelques instants plus tard, Vénus commence à sortir, et on voit cet arc ici. Bon, et là, on le voit encore mieux, et là aussi. Et là, alors attendez, non, ça ne doit pas être dans l'ordre. Là, ça doit être le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5, 6, 7, 8. Bon, et au bout de quelques temps, lorsque Vénus est bien sortie, l'arc faiblit et disparaît. Alors il semble que cet arc soit dû à l'effet de réfraction dans l'atmosphère de Vénus, fonctionnant comme une lentille ou un prisme, comme c'est le cas pour la Terre. Bon, alors c'est très intéressant parce que d'une part, ça permettrait, en mettant un spectrographe, je ne crois pas que ça a été fait, mais ça pourra se faire peut-être dans un siècle, en mettant un spectrographe pour analyser cette lumière, eh bien on analyse des rayons venant du Soleil, en fait les rayons viennent d'ici sur le Soleil, avant d'être déviés vers l'observateur, et en analysant spectroscopiquement ces rayons, eh bien on verra les raies d'absorption des molécules qui composent l'atmosphère terrestre. Et si c'était une exoplanète, ce serait un bon moyen assez sensible
d'essayer de voir si l'atmosphère de la planète contient des biosignatures, des signatures de vie, par exemple O3, l'ozone, l'oxyde de carbone, l'oxygène, et H2O, etc. Alors peut-être qu'un jour, on arrivera à faire ce genre d'observation sur des exoplanètes, c'est encore loin, mais enfin, ce n'est pas exclu, notamment avec des hypertélescopes, qu'on puisse faire ce genre de choses. Bien, alors j'en arrive à un autre mécanisme de déflexion de lumière qui peut faire un effet de lentille aussi et un télescope naturel. C'est la déflexion par la gravitation d'une masse. Le schéma est le même, vous avez une source lointaine qui peut être une galaxie extérieure par exemple. Vous avez une masse ici, qui peut être n'importe quoi de massif, une planète, une étoile, un trou noir, et qui a la propriété de défléchir légèrement les rayons de lumière, et ils viennent se croiser quelque part, et si vous mettez un télescope à cet endroit-là, eh bien vous voyez le même genre de choses qu'on a vu pour les lentilles réfractives, c'est-à-dire que vous voyez une zone brillante autour de la masse qui sert de lentille. Et si vous retirez l'oculaire et que vous regardez l'entrée du télescope, eh bien, vous pourriez voir, là où les rayons se croisent, une tache lumineuse qui sera en quelque sorte une image de l'étoile située ici. Et si l'étoile est double, ben vous verrez deux taches, etc. Vous avez en principe une vraie image. Mais ce genre de lentille est en fait une lentille de très mauvaise qualité parce que les rayons se croisent mal. Bon, là on a représenté deux rayons qui se croisent, mais si vous mettez d'autres rayons qui passent plus loin, par exemple ici, vous verrez qu'ils ne vont pas venir se croiser avec les autres ici, ils vont continuer comme ça et se croiser beaucoup plus loin ici. Donc c'est une mauvaise lentille, il y a une sorte d'aberration sphérique, et l'inconvénient est qu'on n'arrive à exploiter qu'un mince anneau autour de l'étoile, l'anneau qui envoie sa lumière, qui envoie ses rayons à l'entrée du télescope, et cet anneau, c'est ce qu'on appelle l'anneau d'Einstein, et son diamètre dépend de la distance du télescope. Bon, enfin, c'est moins bien que si on avait une bonne lentille, mais c'est quand même très intéressant à exploiter. Si on voulait avoir une bonne lentille, il faudrait non pas une masse sphérique ou ponctuelle comme ici, mais un disque avec une masse à peu près uniforme, une distribution de masse à peu près uniforme. Là, en principe, on aurait une bonne concentration de lumière et une lentille de bonne qualité. Seulement, ce n'est pas très courant dans l'univers. Alors, vous savez que depuis une bonne vingtaine d'années, il y a des programmes d'observation systématique de ces effets de lentilles gravitationnelles en mettant une caméra derrière un télescope, plusieurs télescopes, en utilisant la variation photométrique, c'est-à-dire lorsque vous avez une masse visible ou invisible qui se promène sur la ligne de visée. Bon, alors en général, il ne vise pas une galaxie lointaine, il vise la partie centrale de notre galaxie, où il y a des milliards d'étoiles, très, très serrées. Et de temps en temps, il y a des masses invisibles, des étoiles très faibles par exemple, ou autres objets invisibles, qui passent sur la ligne de visée et qui font une concentration de lumière sur le télescope, et donc le photomètre qui est sur le télescope voit tout d'un coup la luminosité augmenter, et ça peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, selon la masse qui est ici, et ça permet donc de détecter des masses invisibles. Bon, alors l'un des résultats intéressants récents, c'est que dans une dizaine de cas, des
des planètes perdues ont été trouvées. Qu'est-ce que c'est qu'une planète perdue? C'est une planète qui s'est égarée en dehors de son système solaire, de son système planétaire, de son étoile, par des mécanismes qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Mais enfin, ça peut être des effets de coups de raquettes de tennis gravitationnelles. Lorsque vous avez deux planètes qui s'approchent l'une de l'autre et qui interagissent très fortement, par attraction, l'une peut être éjectée de son système planétaire. Bon, ça peut être aussi au moment de la formation des planètes dans la nébuleuse primitive où elles se forment. Enfin, les mécanismes ne sont pas encore très clairs. Mais il y a des tas de gens qui font des simulations de mécanique céleste pour étudier ça. Bon, alors, ils ont donc, parmi de nombreux cas d'étoiles, ils ont trouvé quelques cas où il n'y a pas d'étoiles. Il n'y a pas d'étoiles et la masse calculée, parce qu'on peut calculer la masse en exploitant ce genre d'observation, la masse de l'objet qui a été calculé correspond à celle d'une planète genre Jupiter. Bon, donc il semble qu'une dizaine de Jupiters orphelins, si on peut dire, ou abandonnés, ont été détectés. Évidemment, il ne doit pas faire très chaud parce qu'il n'y a pas d'étoiles pour les chauffer. Mais il peut y avoir de la chaleur fossile qui maintienne certaines températures. Le temps de refroidissement est assez long après la formation. Bon, alors un problème de cette méthode, c'est que les distances de ces planètes sont inconnues. Bon, donc on ne sait pas si elles sont près ou loin. Bon, et l'étude statistique montre que ces objets découverts seraient 2 fois plus nombreux que les étoiles. Donc s'il y a 300 milliards d'étoiles dans la galaxie, il y en aurait 600 milliards de ces Jupiters. Alors il serait très intéressant d'essayer de trouver les plus proches, de continuer le genre d'observation pour en trouver d'autres, et notamment d'essayer d'élucider la question des distances et de trouver les plus proches du système solaire. Pourquoi? Parce qu'elles seraient très intéressantes à exploiter comme télescope gravitationnel. Alors pourquoi faut-il qu'elles soient proches? Ça marche aussi bien si elles sont loin, mais ça grossit trop. La distance focale ici est trop longue, donc les images de l'arrière-plan qu'on va obtenir là, vont être trop grossies, trop détaillées. On n'est pas encore prêt à exploiter la résolution extrêmement élevée qu'on aurait sur des étoiles, par exemple des étoiles qui sont à l'extérieur de notre galaxie, pourraient être résolues dans leurs détails, les détails de chaque étoile de façon trop fine. Donc ce qui veut dire aussi qu'il n'y aurait pas assez de photons par élément résolu. Et ce serait difficile à exploiter. Donc dans un premier temps du moins, il faudrait essayer de trouver des lentilles qui soient relativement proches. Bon, alors voilà à quoi ressemblent les données de cette publication par Sumi et collègues. Vous avez ici la courbe de lumière. La courbe de lumière sur quelques années. Ça, c'est le numéro du jour. Et vous voyez, alors il y avait deux programmes un peu concurrents d'observation. L'un qui s'appelle MOA, qui utilisait un télescope d'1 mètre ou quelques télescopes d'1 mètre dans différents observatoires, et l'autre s'appelle Hoggle, lui aussi utilisant quelques télescopes relativement petits. Bon. Et vous voyez donc les observations systématiques qui ont été faites pendant quelques années sur ce champ. Alors comment? Eh bien, tout simplement en mettant une caméra au foyer du télescope et en prenant des pauses longues.
toutes les 10 minutes, ou toutes les heures, ou toutes les quelques heures, et en faisant des soustractions après dans l'ordinateur, soustraction d'images, pour essayer de voir les différences. Alors en général, la différence c'est 0, tout est pareil, les étoiles sont les mêmes dans les deux poses, on soustrait deux images identiques, ça donne du noir. Mais quelquefois, on voit un petit point brillant qui apparaît à un endroit, et ça veut dire que l'une des poses a donné un résultat différent. Et on regarde la loupe et on peut réobserver à nouveau au même endroit. Et là, on peut confirmer qu'il y a bien quelque chose qui varie. Et le plus souvent, c'est quelque chose qui varie. Ça peut être soit l'étoile d'arrière-plan qui varie, mais là, on peut éliminer. Il y a différents critères pour éliminer ce genre de source, ce genre de confusion. Soit la lentille elle-même qui était absente pendant l'une des poses et qui est devenue présente pendant l'autre pose. Bon, alors l'ennui de ce genre d'observation, c'est qu'on ne peut pas vérifier après coup, on ne peut pas recommencer. La probabilité, parce que tout ça, ça se balade un peu, l'étoile invisible ou la planète invisible, en réalité, elle bouge, entraînée par le mouvement global de la galaxie ou bien par son mouvement propre, s'il en a. Et elle ne reste plus dans l'alignement, et donc l'image de l'étoile projetée ici, parce qu'on projette l'image d'une étoile en général, il y a de nombreuses étoiles derrière, mais c'est l'une des étoiles qui brièvement devient exactement alignée avec le télescope et la lentille, mais au bout de quelques heures ou quelques jours, l'alignement est détruit, l'étoile dérive, et on n'a plus rien du tout qui se projette, et on n'a plus de signal. Bon, alors évidemment, on peut espérer que quelque temps après, la lentille se sera déplacée de telle sorte qu'elle deviendra alignée avec une autre des étoiles de ce paquet ici, et qu'on aura à nouveau un signal qui nous permettra de vérifier qu'on a bien une lentille ici. Bon, mais la probabilité que ça se reproduise est extrêmement faible. Même pendant une vie humaine, on a très peu de chances que ça se reproduise, donc ce sont des manips qu'on ne peut pas vérifier. Alors, par contre, l'autre approche dont je parlerai tout à l'heure, où on utilise la lumière diffractée, elle est renouvelable, on peut avoir des événements successifs et donc espérer vérifier. Bon, si on agrandit le signal, là, vous voyez qu'il y a un pic de lumière qui dure 4 jours, ici, vous voyez. JD, c'est les jours juliens. Le calendrier julien avait été inventé par un empereur romain il y a un certain temps. Il avait eu l'idée de numéroter les jours. C'est toujours utilisé par les astronomes. Bon, alors il arrive quelquefois qu'on voit ce genre de signal qui montre qu'il y a une étoile qui a traversé le faisceau. Et puis on a quelquefois une petite pointe qui se détache ici, si la lentille était une étoile possédant une planète. À ce moment-là, vous avez l'étoile qui focalise, et puis vous avez aussi la planète qui focalise. Alors plusieurs exoplanètes ont été découvertes comme ça. Alors, je disais que ces lentilles gravitationnelles sont imparfaites, les rayons se croisent mal. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du séminaire qu'avait fait notre collègue Jean Surdège l'an dernier, peut-être, ou l'année précédente, où il avait montré son simulateur. Il a fabriqué une lentille gravitationnelle, enfin un équivalent de lentille gravitationnelle en plastique, tournée avec une machine numérique, qui a les mêmes défauts. Une lentille parfaite, ce serait une lentille qui aurait une face presque sphérique, par exemple, et une face plane. Et là, sa pseudo-lentille gravitationnelle a une face plane, mais l'autre face n'est pas sphérique du tout. Elle ressemble un peu à une coupe de champagne. Et le résultat, et alors il s'en sert pour simuler les effets des vraies lentilles gravitationnelles.
lorsque vous avez une vraie lentille gravitationnelle et que l'étoile lointaine est exactement sur l'axe de révolution enfin, sur l'alignement de la lentille de la masse avec l'observateur, eh bien tout est de révolution et vous voyez ce fameux anneau d'Einstein qui représente la partie active de la lentille qui envoie ses rayons vers l'observateur. Bon, alors là aussi, il suffit de mettre une lampe derrière bien dans l'axe et on voit apparaître un merveilleux anneau d'Einstein. Je vous ai parlé quelquefois des grumeaux qui sont dans la fenêtre de la porte d'entrée du Collège de France. Je ne sais pas s'ils datent de la fondation en 1530. Mais si vous mettez une lampe de poche derrière à une certaine distance, eh bien, vous verrez ça aussi. Ces grumeaux sont des métaphores de lentilles gravitationnelles, si on peut dire. Bon, et puis si vous n'êtes pas tout à fait dans l'axe, eh bien, l'anneau se brise. Il se brise, par exemple, en 2 parties ici, ou en davantage de parties, et évidemment, c'est moins favorable. Et puis si vous êtes encore moins dans l'axe, eh bien, vous voyez un point brillant ici, un autre point brillant ici, et c'est encore moins favorable. Bien, nous avons donc des arcs brisés en général, parce qu'on n'est pas exactement dans l'axe. Alors vous savez que des galaxies très lointaines se sont avérées fournir d'excellentes lentilles gravitationnelles qui permettent de voir grossis, intensifiés, des objets d'arrière-plan encore beaucoup plus lointains qui servent de source, ce qui a permis d'apprendre des choses sur ces objets. Alors voilà par exemple un exemple. Je vais déjà montrer un certain nombre d'exemples où on voit des arcs comme ça. Et voici un exemple où vous avez une galaxie qu'on voit un peu ici, et puis de la lumière qui vient d'un quasar beaucoup plus lointain, presque aligné, pas tout à fait assez aligné pour former un anneau d'Einstein, mais suffisamment pour former 1, 2, 3, 4 points brillants ici. Bon, et puis alors vous avez des astronomes qui chronomètrent les variations de lumière dans ces points brillants et s'aperçoivent que quand vous avez tel point qui devient plus brillant, celui-là par exemple, eh bien, 1 an après ou 2 ans après, vous avez l'autre qui à son tour a un accès devient plus brillant et il suppose que c'est parce que le quasar qui est derrière, très lointain, par moment s'allume et s'éteint et que donc ça se traduit ici ou là, mais comme il y a une différence de propagation, de temps de propagation pour les 2 trajets de lumière, ça se manifeste plutôt ici qu'ici, par exemple. Bon, c'est très intéressant comme phénomène et ça a permis de vérifier et de modifier les valeurs de la constante de Hubble, vous savez, qui relie la distance des galaxies à leur décalage spectral. Alors j'en arrive à l'effet de la diffraction sur ces phénomènes. En fait, supposez que vous ayez une étoile très lointaine, très petite, et même, vous pouvez même la supposer monochromatique tant que vous y êtes, eh bien, elle envoie une onde plane, ça c'est l'onde plane, ça c'est ses rayons pratiquement parallèles. L'onde plane arrive près de la masse, ici, et la masse dévie les rayons, ce qui revient à dire qu'elle distord l'onde plane. Si c'était une lentille parfaite, l'onde distordue serait sphérique concave, ce qui lui permettrait d'avoir un foyer parfait par ici. Mais la masse n'est pas une lentille parfaite, comme j'ai dit. Les rayons ne se croisent pas bien. Les rayons qui passent au ras de l'étoile sont plus déviés que ceux qui passent loin. Et il faudrait que ce soit le contraire pour avoir une lentille parfaite. Vous savez qu'une lentille parfaite, les bords sont plus en pente pour que les rayons justement soient plus déviés et arrivent à se croiser avec ceux qui passent près du centre. Bien.
Et c'est ainsi que si vous mettez un télescope ici à l'endroit où se croisent ces deux rayons-là, celui-là et celui-là, eh bien, vous verrez dans le télescope, en mettant l'œil ici, vous verrez ça. Vous verrez ça qui sera l'anneau d'Einstein correspondant à cette position du télescope. Si vous déplacez le télescope, l'anneau d'Einstein va s'agrandir ou se rétrécir parce que vous serez au croisement d'une autre paire de rayons. Bon, et ça c'est la masse ici qui n'est pas forcément lumineuse. Elle peut être lumineuse, mais aussi elle peut être obscure si c'est un trou noir par exemple, ou un nuage de poussière. Bon, et alors en principe, si tout est bien dans l'axe, la diffraction va intervenir et un peu de la même façon que si vous aviez mis sur votre lentille ici un diaphragme annulaire, c'est-à-dire une fente circulaire en quelque sorte, qui correspond à l'anneau d'Einstein. Bon, ici, on peut dire qu'on a une espèce d'anneau d'Einstein virtuel, il n'existe pas réellement. Si on met un écran ici, on ne verra rien du tout dessus, on verra un éclairement uniforme. Mais si on regarde d'ici, on voit l'anneau d'Einstein, donc il est virtuel. Et si vous mettez cette fente annulaire, ou diaphragme annulaire, qui correspond à l'anneau d'Einstein, eh bien vous sélectionnez ces rayons-là. Les autres, comme ils ne servent pas à grand-chose dans l'histoire, ce n'est pas gênant. Et on sait que la figure de diffraction d'une fente annulaire, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, c'est presque comme la tache d'Airy classique, qui est la figure de diffraction d'un disque, d'une ouverture de télescope classique en forme de disque, c'est-à-dire un pic brillant entouré d'anneaux de plus en plus faibles. Et donc cette figure se forme ici, à l'entrée du télescope, où se croisent les rayons. Bon. Et si on veut la voir, il faut retirer l'oculaire, ce qui nous permet de voir l'entrée du télescope. Et vous savez, dans Tintin, on a marché sur la Lune, je crois. Non, ce n'était pas celui-là. On voit un astronome qui... non, c'est Tintin en personne qui regarde dans la grande lunette et qui voit une énorme araignée. Bon, mais l'auteur a oublié de préciser que pour voir l'énorme araignée, il faut retirer l'oculaire. À ce moment-là, si l'araignée est sur l'objectif du télescope, à ce moment-là, on la voit bien. S'il y a l'oculaire, on ne la voit pas bien. Bon, là, c'est un peu le même principe. Bon, alors le point intéressant est que s'il y a une deuxième étoile jaune à côté de l'étoile rouge, ici, très loin, eh bien, ça va marcher exactement de la même façon. Vous allez aussi avoir une tache de diffraction qui est une espèce d'image de l'étoile, mais cette tache va être légèrement décalée par rapport à la première. Donc vous allez avoir ici, à l'entrée du télescope, une image du paysage d'étoiles en quelque sorte ici. Si vous avez beaucoup d'étoiles, vous aurez beaucoup de taches ici, vous aurez une image. Bien. Et une image avec une résolution fantastique, parce que la distance focale ici est très longue, typiquement une fraction de parsec ou plusieurs parsecs. Parsec, c'est l'unité de distance qui vaut 200 000 années-lumière. Non, qui vaut 200 000 unités astronomiques, c'est-à-dire 200 000 fois la distance solitaire. Donc c'est énorme, et ça vous donne une résolution phénoménale qui en fait est la résolution théorique de l'ouverture géante. L'ouverture géante, c'est l'anneau d'Einstein, c'est la fente annulaire ici. Bon, si la fente annulaire fait 1 million de kilomètres de large, vous voyez que ça vous fait une résolution très très supérieure à tout ce dont on peut rêver avec les instruments terrestres dont on a parlé jusqu'ici. Bon. Donc c'est très tentant d'essayer, et ce sera peut-être possible, au moins dans certains cas. Bon, alors quelques ordres de grandeur sur les lentilles gravitationnelles. Bon, on parle quelquefois du foyer gravitationnel du Soleil. Alors le Soleil est une étoile, comme celle-là, et son foyer, ben c'est ça en gros, se trouve à 550 unités astronomiques, 550 fois la distance solitaire. Bon, alors si jamais vous avez l'occasion d'aller là-bas,
sur cette sphère qui entoure sphère focale là, qui entoure le Soleil, en quelque sorte, eh bien, n'oubliez pas d'emmener un petit télescope et vous verrez ce genre de choses. Vous verrez ce genre de choses avec une résolution, une finesse d'image absolument extraordinaire. Bon. Alors, le Soleil lui-même sera un petit peu gênant par sa luminosité et sa lumière parasite. Bon, mais ça, il suffit de mettre un masque ici, quelque part par là, ou un coronographe quelque part par là, pour se débarrasser de la lumière du Soleil et voir la lumière des étoiles. Bon, alors une autre propriété de ces lentilles gravitationnelles, c'est qu'elles sont achromatiques. La déflexion de la lumière ne dépend pas de la longueur d'onde, ça marche aussi bien pour la radio que pour l'optique, que pour l'infrarouge, que pour les ultraviolets, et même les rayons X et les rayons gamma. Donc si vous observez une source de rayons gamma ou de rayons X, attention de ne pas vous faire gravement irradier quand vous faites ça. Bon, alors la focalisation imparfaite, j'en ai parlé. Bon, ça veut dire en quelque sorte que cette surface d'onde en pointillé ici, elle n'est pas sphérique concave comme on aimerait, en fait, elle a un profil, j'ai mis un sur oui, elle a un profil qui est en logarithme de la distance ici, en supposant que le potentiel de gravitation est en 1 sur R, ce qui est le cas pour une source ponctuelle ordinaire. Bon, donc là on a un profil logarithmique, et la pupille apparente est la loi d'Einstein. Bien, alors j'avais publié l'idée il y a quelques années, 94 je crois, donc le principe c'est de mettre le télescope, là comme j'ai dit, la tâche image à l'entrée du télescope pour une lentille parfaite ressemble à ça, c'est un peu le même profil que la tâche de diffraction d'Airy classique, mais avec des anneaux un peu plus brillants, qui vont à l'infini. Et donc, si vous avez non pas une étoile, mais un paquet d'étoiles, chacune va projeter sa tâche ici. Vous avez donc une espèce d'image du paysage, une image qui sera encore plus belle s'il n'y avait pas d'anneaux, parce que les anneaux se marchent sur les pieds, ce qui atténue un petit peu le contraste, mais qui est tout de même exploitable a priori. Bon. Et donc cette image, vous pouvez l'exploiter, soit en mettant l'œil derrière le télescope après avoir retiré l'oculaire, soit en retirant l'oculaire, en mettant une lentille à la place qui projette l'ouverture, l'entrée du télescope sur une caméra, et là vous voyez la même chose que ce que verrait l'œil en retirant l'oculaire. Alors, il y a quelques années, ça a été repris, les calculs ont été repris par Hale, qui a écrit 3 articles sur la question, et qui, je ne suis pas sûr qu'il ait très bien compris mon article, mais il a fait des calculs très, très élaborés qui confirment qu'il y a des choses à faire. Et il propose, lui, entre autres, de faire de l'astrométrie en radio. Bon, j'avais moi aussi regardé le cas radio, qui est intéressant aussi. Vous savez qu'il y a un projet de très grand radiotélescope qui ressemblera à ça, qui aura une surface collectrice de 1 km². Il y a beaucoup de propagande actuellement pour ce projet et ça a des chances de se faire. Le bon côté des méga-projets en radiotélescope, c'est que ça peut démarrer modeste. C'est-à-dire on met une antenne, 2, 3, et puis ensuite 10, 100 000. Alors qu'en optique, télescope géant, on est obligé de commencer par construire une immense coupole qui coûte très cher. Ensuite, il faut construire une immense monture qu'on met dedans qui coûte très cher.
puis ensuite il faut faire le miroir mosaïque. Alors le miroir mosaïque, on peut le faire progressivement par petits morceaux, puisque maintenant c'est plus monolithique, ce sont des éléments grands comme ça. On peut remplir progressivement. Mais il y a un gros investissement initial, et si on s'est trompé, c'est tout raté. Et il faut 20 ans pour le construire, et une fois que c'est construit, bien souvent, c'est déjà dépassé avant d'être fini de construire. Donc, lui a calculé que... bon, il représente les choses un peu différemment. Il représente là l'anneau d'Einstein. Et il considère plusieurs étoiles, 1, 2, 3, 4, qui passent à différentes distances, qui dérivent tout doucement à différentes distances de l'anneau d'Einstein. Alors, par exemple, là, il y en a une tout près, qui traverse l'anneau d'Einstein, là, une qui passe juste au bord, là, une un peu plus loin, et là, une encore plus loin. C'est les lignes rouges. Bon, alors ensuite, il calcule les lignes vertes. Alors, les lignes vertes, c'est la trajectoire apparente. La trajectoire apparente vue par l'observateur. Alors, on voit qu'elle est légèrement distordue par rapport à la ligne rouge. C'est à cause de l'effet de déviation de la lumière par la lentille. Bon, et puis alors ensuite, alors dans cette trajectoire apparente, là, il n'a pas tenu compte de la diffraction. Bon, alors ensuite, il tient compte de la diffraction, et c'est la ligne noire où on voit des dents de scie, là, qui, selon son point de vue, déplace légèrement la position apparente de la source. Alors moi, je raisonnais dans le plan de l'entrée du télescope. Lui, il raisonne dans le plan de l'anneau d'Einstein. Et je crois qu'en fait, il faut raisonner dans les deux plans pour y comprendre quelque chose. Enfin, sa conclusion, c'est que l'effet de diffraction améliore énormément la sensibilité, si on peut l'exploiter, améliore énormément la sensibilité pour mesurer la position apparente et la position réelle de la source, de l'étoile, ce qui peut donc donner des informations très intéressantes sur la lentille et également sur l'étoile elle-même. Alors, les ordres de grandeur. Bon, alors je disais que si on vise des étoiles de galaxies proches, ce qui est intéressant parce qu'elles sont très serrées, donc on aura plus fréquemment, elles sont très serrées vues d'ici, donc on aura plus fréquemment des alignements qui nous donnent des images. On n'aura pas besoin d'attendre trop. Mais évidemment, elles sont beaucoup plus lointaines, mais elles sont quand même, la résolution est quand même suffisante pour qu'une étoile d'une galaxie proche, on pourra voir ses détails. Bon, vous savez que jusqu'à présent, les étoiles dont on a pu voir les détails, à part le Soleil, il y en a extrêmement peu. Il y a quelques supergéantes proches. On commence à avoir un début d'image. Mais il n'est pas question pour l'instant de faire ce genre de sport sur des étoiles d'autres galaxies. Alors, par exemple, supposons qu'on trouve une planète perdue. Pourquoi une planète perdue? Parce qu'il n'y a pas de lumière parasite. Si vous avez une planète perdue, elle est noire. On ne la voit pas, mais on sait qu'elle est là. On sait exactement où elle est. Il suffit d'attendre que ça s'éclaire par le passage d'une étoile lointaine et on ne sera pas gêné par la luminosité de la planète perdue. Bon, alors si vous en avez une qui fait 0,3 masse terrestre, il faudrait qu'elle soit au moins à 20 000 unités astronomiques pour être au foyer ou au-delà du foyer. Par exemple 40 000 unités astronomiques. Et si vous visez une galaxie qui est à 2 mégaparsecs, vous aurez en principe un événement tous les 22 jours. Alors, ce n'est pas très fréquent, mais enfin, si on fait autre chose en même temps, par exemple de l'observation classique de lentilles gravitationnelles, avec le même genre de détecteur, ça peut se faire.
Bon, et si vous avez un télescope de 15 mètres, vous aurez 44 photons pendant la durée de l'événement, en supposant une efficacité de détection de 20%, une bande de 30 nanomètres. 30 ou 300, je crois que c'était 300, il manque un zéro là. Bon, et le pic d'Airy, le pic de diffraction projeté au sol, sa largeur c'est 158 mètres. Alors dans d'autres cas de figure, si on a une masse plus forte, on peut avoir des pics beaucoup plus petits, par exemple gros comme ça, ce qui augmente la résolution évidemment. Bon, alors j'avais fait un petit logiciel pour calculer tout ça. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Enfin, on peut la faire tourner aux longueurs de radio aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, il y a un cas un peu inquiétant. Supposez, mais enfin, qui heureusement est extrêmement peu probable. Supposez qu'une supernova se produise juste dans l'alignement avec votre lentille gravitationnelle. Eh bien, ce serait catastrophique parce que vous avez une telle concentration de lumière. Déjà, la supernova, c'est extrêmement intense, mais vous aurez une telle concentration de lumière par la lentille gravitationnelle que ça risque de griller la Terre. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui est arrivé aux dinosaures. Ce serait une chose à regarder en détail. Heureusement, c'est extrêmement improbable. Déjà, la probabilité d'une supernova est très faible. Vous savez que les supernovas, il y en a une par siècle et par galaxie. Donc, une par siècle dans notre galaxie. Et la probabilité que pendant sa durée de vie de quelques mois, elle passe juste dans l'axe de la manip est extrêmement faible. Donc on peut respirer. Voilà, et donc je conclus que les futurs grands télescopes et hypertélescopes devraient pouvoir exploiter ces événements, ce qui donnerait des nouvelles informations très riches sur les lentilles, sur les galaxies proches à l'arrière-plan et sur différents objets. Bon, alors, pratiquement, techniquement, ça ne pourra se faire que quand on aura remplacé les détecteurs lents, les caméras lentes, qui sont actuellement montées sur les télescopes pour faire des recherches de lentilles gravitationnelles, par des caméras rapides. Parce que ces événements peuvent être assez brefs à cause de la dérive de la planète ou de la lentille. Et donc, il faut pouvoir pédaler rapidement. Bon, par exemple, une milliseconde. Bon, alors des détecteurs, des caméras qui prennent une image qui prennent 1000 images par seconde, ça existe presque chez Marchand du Coin, mais ça n'existe pas sur les télescopes. Et c'est ça qui manque. Et puis, idéalement, il faudra faire une mosaïque. Il faudrait mettre au foyer d'un grand télescope un pavé grand comme ça, avec des centaines de petits CCD, petits détecteurs CCD rapides, et un ordinateur puissant derrière qui analyse en permanence et qui regarde s'il y a des flashs qui apparaissent sur tel ou tel pixel. Voilà, je vous remercie. Nous avons quelques minutes pour discuter. Ah oui, c'est ça. J'avais oublié une diapo. À propos de ce rayon de la mort, heureusement très peu probable. Donc il faut une supernova et qu'elle soit au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, ce qui est très peu probable. Bon, ce sera amusant de calculer la probabilité en fonction de l'éclairement, du niveau d'éclairement résultant, et de voir si ça peut expliquer le problème des dinosaures. Bien, je vous remercie.